Bienvenue dans Point de suspension. Je suis Léa Lejeune, journaliste économique, et vous écoutez Point de suspension, le podcast de l'Unédic. Dans ce nouvel épisode, nous allons étudier le fonctionnement des emplois du CARE, ceux qui étaient en première ligne au début du coronavirus. Alors, ils sont occupés majoritairement par des femmes, souvent sous-valorisées socialement et financièrement. Mais au Québec, ils sont pris en compte différemment. Pour discuter de ce sujet, nous enregistrons un épisode entre la France et le Canada avec un chercheur local, Yves Allais. Vous êtes professeur à la Faculté de sciences sociales de Laval, à Québec, et auteur du Plaidoyer pour l'économie du lien. Bonjour Yves Allais. Bonjour à vous. On a beaucoup parlé des emplois du CARE pendant la pandémie, ceux des infirmières, des aidants, de la garde d'enfants, des assistantes sociales. Quelle est la proportion de femmes dans ces emplois dans le monde, en France et au Canada? J'ai pas les chiffres dans le monde, mais j'ai des chiffres pour la France et au Québec. En fait, au Québec, les femmes fournissent 80 des emplois dans le secteur de la santé, 70 en éducation, 88 en travail social. Les emplois de préposés aux bénéficiaires sont occupés à 80 et ceux d'éducatrices à 90 auxiliaires familiales à 80 En France, en fait, les chiffres sont relativement similaires. Si on regarde les chiffres que nous avons, soignants infirmières, 87 aides-soignants, 91 aide à domicile et aide ménagère, 97 agents d'entretien, 73 caissières et vendeuses, 76 enseignants, 71 En fait, il y a tout lieu de croire que les chiffres sont relativement similaires dans le monde. Même un tout petit peu plus fort en France, si je ne me trompe pas, mais en gros, la grosse majorité de ces emplois-là sont typiquement féminins à l'heure actuelle. Alors pourquoi ces emplois sont typiquement féminins? Pourquoi est-ce qu'ils sont mal rémunérés? Et quels constats avez-vous découvert dans vos recherches? En fait, il y a différentes explications qui sont possibles. Donc, premièrement, on parle beaucoup dans la recherche du phénomène de la ségrégation professionnelle, qui peut se définir là, comme la tendance pour les hommes et les femmes à exercer des métiers différents. Elle s'apprécie principalement au niveau de la répartition des sexes au sein de chaque profession, mais aussi en fonction des secteurs d'activité, des lieux de travail et des types de contrats de travail. Dans cette perspective, les femmes restent plus souvent cantonnées que les hommes dans une gamme restreinte d'emplois et de responsabilités, ce qui pourrait expliquer les nombreuses inégalités salariales et les plus bas salaires chez les femmes. Donc, en fait, le fait d'être plus nombreux dans un nombre restreint d'emplois, ça a un effet à la baisse sur les salaires. On peut aussi, en fait, prendre en considération les caractéristiques associées au travail féminin qui sont moins considérées et valorisées au niveau de la contribution à la mission des entreprises. Donc, on parle quelquefois de compétences innées, en fait, de compétences qui sont faites à la maison. Donc, on n'a pas nécessairement besoin de payer pour des compétences innées qui ne sont pas des compétences acquises aussi. On peut parler également de rapport de force, en fait, qui s'établit au niveau des négociations. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans les milieux syndiqués, il y a quasi-parité au niveau des salaires entre les hommes et les femmes. Et il ne faut pas sous-estimer, ça je tiens quand même à le mentionner parce que ça fait partie du questionnement, l'effet social et sociétal. Je vais vous conter une anecdote à cet égard-là. J'ai été interpellé il n'y a pas si longtemps par un journaliste d'un des journaux ici local qui mentionnait notamment que les adolescentes, les gardiennes d'enfants, étaient moins rémunérées que les adolescents, les garçons, qui s'occupaient de la pelouse et de la maison. Pourtant, on confie nos enfants à ces gardiennes d'enfants, mais on paye des salaires moins élevés. Donc, vous voyez, c'est un phénomène social et sociétal. Alors justement, beaucoup de voix se sont élevées au Canada et en France pour revaloriser ces emplois suite à la crise du coronavirus qui avait mis en valeur leur importance. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, revaloriser les emplois féminins? Écoutez, on a en fin de compte, encore une fois, puis je vais vous expliquer pourquoi je vous parle encore une fois, on s'est rendu compte de l'importance des emplois à prédominance féminine, notamment en temps de crise. Il y a eu une prise de conscience du poids social et économique du CARE pour le bon fonctionnement de nos sociétés. On a pris aussi conscience de la vulnérabilité de nos sociétés et de l'importance de ces emplois dans des situations de vulnérabilité. Durant les deux guerres, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il y a eu des lois, notamment aux États-Unis, où on a énoncé qu'on prendrait mieux en considération le travail féminin en tant que tel, sauf que cette considération-là était relativement éphémère. Donc, aussitôt la crise terminée, on est revenu comme avant. Ce qui me fait dire, et je ne suis pas le seul,
je suis vraiment pas le seul, que le débat est notamment politique. Alors, le Québec est la première région du monde à appliquer réellement la règle du un salaire égal pour un travail de valeur égale. En 2006, l'ex-ministre du Budget, Monique Jérôme Forget, a mis un grand plan en place pour comparer les métiers à prédominance féminine d'un côté et ceux à prédominance masculine, en fonction d'un questionnaire standardisé qui prenait en compte la pénibilité du travail, l'autonomie ou bien les techniques utilisées. Cela a permis d'augmenter largement les métiers du care et les métiers dits féminins comme celui d'infirmière par exemple. Avec le recul, cette mesure, elle vous semble efficace? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fait plus d'émules dans le monde? Oui, effectivement, je pense que vous faites référence à la loi sur l'équité salariale. Bon, on n'est pas nécessairement les premiers. Il y a eu la province de l'Ontario. Il y a certains États américains, effectivement, qui ont adopté des lois sur l'équité salariale. Mais oui, la province de Québec a été précurseur à ce niveau-là. Vous parlez de l'appellation salaire égal pour un travail égal. On pourrait peut-être plus parler de l'appellation du salaire égal pour un travail différent, mais équivalent en termes de valeur, donc pour une question méthodologique. Il est important aussi de prendre en considération, puis c'est vrai qu'au niveau des émules, je vais vous en parler un peu, mais de prendre en considération qu'on a fêté en 2021, le 21 novembre passé, les 25 ans de la loi sur l'équité salariale. Ça a eu un impact probablement sur la diminution des écarts, quoique c'est très difficile à isoler en tant que tel. Qu'est-ce qui est attribuable à la loi, qu'est-ce qui est attribuable à d'autres facteurs? Mais on est passé d'un ratio de 84 si on compare le salaire féminin au salaire masculin à 90 Et il est bon de rappeler effectivement que dans les milieux syndiqués, c'est quasi parité. Donc, ça, c'est un élément important. Il faut dire aussi que ce qui est aussi fondamental, c'est que l'équité salariale puisse pénétrer les systèmes de rémunération dans les entreprises. L'important aussi, c'est que c'est beau faire un exercice, mais il faut maintenir ce que l'on a fait, donc maintenir l'équité salariale. Donc, ce qui est fondamental, c'est que l'équité salariale puisse s'institutionnaliser dans les systèmes de rémunération des entreprises. Bon, le Québec est à l'avant-garde, certes, sauf qu'il faut rappeler que nous en sommes à la 3e contestation devant les tribunaux. Et la dernière contestation, avant celle qui a été générée l'année passée, a été jusqu'en Cour suprême. Imaginez-vous, jusqu'en Cour suprême. Donc, c'est pas en fait, oui, on est à l'avant-garde, mais il y a du chemin à faire, il y a du travail à faire. Donc, il y a eu des contestations. Des émules, je ne sais pas. Je sais que, bon, les différents contacts que j'ai au niveau de la Commission d'équité salariale, on me dit qu'il y a beaucoup de monde qui viennent de l'extérieur, qui viennent de s'enquérir de la loi sur l'équité salariale. Donc, effectivement, c'est une bonne loi. Donc, effectivement, elle doit s'appliquer, mais il faut bien prendre en considération qu'une loi ne fait pas le travail. Donc, il y a un travail à faire, puis il y a un changement de mentalité, de valeur qui est nécessaire pour pouvoir mieux prendre en considération la valeur du travail à prédominance féminine. Alors justement, au Canada, avec la crise, l'Institut pour le genre et l'économie, le GATE, et l'association YWCA ont imaginé un plan de relance féministe idéal. Je l'avais étudié l'été dernier. En gros, il consistait à revaloriser les métiers du nettoyage, on dit le cleaning, le travail de bureau, le clerical function, le care, le caring, les métiers du soin, les caissières, le cashering, et puis la restauration, le catering. En fait, ce sont tous les métiers des femmes, celles qui ont perdu plus d'emplois que les hommes pendant la crise, qui ont parfois dû se retirer du marché du travail temporairement pour garder les enfants. Que pensez-vous de ce plan féministe idéal? Écoutez, je ne connais pas ce plan. Ça semble assez intéressant. À cet égard, j'aimerais vous conter une anecdote. Moi, j'ai travaillé évidemment depuis les années 90 au niveau de l'équité salariale et tout ça. J'ai eu à former des entreprises, en fait, à l'équité salariale. Je me rappelle très bien d'un fait que j'évoque à tous les fois que je donne des cours sur l'équité salariale. Une secrétaire dans la construction, dans le secteur de la construction, donc qui venait suivre le cours d'équité salariale pour comment faire ça, pour faire ça souvent à elle-même en tant que telle. Donc, elle était un peu prise entre les corses. On lui disait, écoutez, faites venir votre patron et moi, je vais lui démontrer que sans votre travail, de la part de son travail, son entreprise ne tient pas plus que 2 semaines parce que on répartit les employés, on fait la paye, etc., etc. Donc, c'est toute la notion du travail invisible et dévalorisé, en fait, le travail administratif, donc qui est quand même assez important. Et aussi, bien évidemment, la prise de conscience sociale et sociétale qui est, à mon avis, fondamentale. J'avais déjà écrit un article en 2005 là-dessus. Donc, l'avancée va aussi être tributaire de cette prise de conscience-là, sociale et sociétale, chez les individus.
Oui, c'est important qu'il y ait les deux points en même temps. Alors, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a repris trois idées défendues par le GATE, mais aussi par d'autres chercheurs et chercheuses, par des partis politiques. Et dedans, il y a la prise en charge de la garde des enfants par l'État pour 10 $ par jour. Est-ce que cette mesure a une chance d'être efficace, selon vous, pour à la fois la reconnaissance des métiers du soin et aussi l'égalité femmes-hommes? Je pense que oui. Ce qui est important, c'est que premièrement, on reconnaît le métier d'éducatrice, hein. Nous, on a souvent, bon, on ne faut pas parler de gardienne d'enfants, mais d'éducatrice, parce qu'il y a un volet d'éducation derrière la garde qui est assez important. Donc, quand c'est rendu au niveau public, ben, c'est qu'on définit des compétences qui sont génériques et on ne soumet pas ces types d'emplois-là aux lois du marché. Donc, loi du marché qui fait qu'on va chercher à payer le moins possible ces personnes-là. Et aussi, on ne prendra pas nécessairement en considération des compétences génériques et nécessaires. N'oublions jamais que l'on confie nos enfants à ces personnes-là. Donc, voyez-vous l'importance et la responsabilité que ces emplois-là ont. Donc, quand ça bascule au niveau public, je pense qu'effectivement, c'est une bonne mesure, c'est une bonne voie. Vous avez quitté une position objective de chercheur pour défendre un plaidoyer pour une économie du lien, une économie du care, dans la revue Intervention économique. Alors en quoi ça consiste, ce plaidoyer? Écoutez, je suis content que vous posiez la question. Premièrement, je vous dirais, l'objectivité pure, ça n'existe pas, surtout en sciences sociales, en fait. Les chercheurs sont toujours influencés par leurs valeurs. Pour moi, l'éthique du care est universelle et doit transcender la frontière du genre. Le lien, à mon avis, est tout aussi important que le bien. Malheureusement, il y a une tendance à s'éloigner un peu du care par notamment la prégnance de l'économie numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, je pense que nos besoins d'interaction ne doivent pas être orchestrés ou perquisitionnés par l'économie numérique. Le care, pour moi, est un projet humaniste. Le souci de l'autre, l'écoute, l'empathie, etc., etc., ce sont des éléments qui sont importants. Puis c'est le genre de monde, en quelque sorte, que j'aimerais qu'il se crée. Les confinements successifs nous ont rappelé que nous sommes grégaires et interdépendants. Donc, il ne faudrait pas en arriver à ce que Alain Damasio disait dans son livre, dans son ouvrage Les Furtifs, à des solitudes interreliées. Ce sont des emplois représentatifs du type de société qui devrait être et aussi, je ne voudrais pas qu'on tombe dans un monde sans contact. En fait, ces emplois-là sont représentatifs. Et dernière chose, en fait, je dirais même que ces emplois portent le poids du maintien de notre humanité. Donc, c'est quand même assez fort, ça fait partie des valeurs. Oui, c'est un plaidoyer, sauf que je pense que tous les chercheurs ont des valeurs qui sous-tendent leur choix de recherche et je pense que ça fait partie de ce que je crois fondamentalement. Et c'est pour ça que je m'y investis depuis quand même un certain temps et ça me tient à cœur. Puis je pense qu'il est important aussi, et là je vous disais, transcender la frontière des genres, il est important aussi que des hommes aussi se préoccupent de ces emplois du care-là, qui aient conscience de l'importance, puis ça transcende cette frontière-là. Puis je connais quand même des hommes qui ont cette préoccupation-là. Donc, voilà. Merci Valé. C'était Point de suspension, le podcast de l'Unédic, et rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.